Bonsoir Eric Darche. Bonsoir Jinkyo. Ce soir, tu vas nous parler et tâcher de répondre à la question de savoir comment faire pour obtenir et garder un ventre plat. Voilà. Alors, je te remercie pour à la réalisation de cette vidéo, comme d'habitude d'ailleurs. Et j'en profite pour faire un clin d'œil parce que c'est ma première vidéo chez moi à Auzon, en Auvergne. Donc, c'est la première d'une longue série. Certes, on avait déjà commencé les vidéos avec Jinkyo depuis l'année passée. Au mois d'octobre, novembre, ça fait déjà 1 an qu'on fait les vidéos ensemble. Et d'ailleurs, je remercie Jinkyo parce que c'est pour moi, je trouve que c'est, et pour moi et pour le public, je pense aussi, c'est bien qu'il y ait une interaction, qu'il y ait quelqu'un qui pose des questions. Ça évite d'être trop dans son sujet et puis d'oublier certaines choses des fois. Donc, pour moi, c'est très agréable d'échanger sous forme d'interview. Et c'est la première vidéo que je fais donc chez moi à Auzon. Un jour, je vous montrerai un peu le cadre, mais pour le moment, je suis encore en plein travaux, donc ce n'est pas très intéressant, mais ensuite, vous verrez un peu. Et puis, comme je l'ai dit sur Facebook, j'ai 2 maisons. Il se trouve que je voulais une maison et j'en ai acheté 2 puisqu'on m'a vendu un lot. Et puis, il y en a une qui sera dédiée à la location et entre autres, je pourrais proposer à des personnes une semaine, voire plus, d'un accompagnement, soit dans le cadre individuel, soit il y a un couple de personnes avec 2 enfants, donc une famille qui m'a demandé si je pouvais proposer ce stage avec un suivi pendant une semaine pour toute leur famille. Et c'est des choses qui sont à l'étude et qui, à mon avis, se fera parce que la maison que je vais proposer pour la location est assez grande, hein, puisqu'elle fait quasiment 50 mètres carrés. Voilà, alors on rentre dans le vif du sujet. Comment obtenir un ventre plat? Alors ça, c'est une question qui taraude beaucoup de gens. C'est une question qui taraude beaucoup de gens et en fait, on se rend compte que on peut avoir un ventre gonflé, un ventre gros, un ventre proéminent pour différentes raisons. Les raisons sont individuelles et si on veut trouver une solution à son cas, il faut essayer déjà de voir pour quelle raison son ventre est gros, pour quelle raison on n'a plus le ventre que l'on avait lorsqu'on était jeune. Il y a 3 causes principales. La première, c'est les fermentations et les gaz excessifs, et on verra à quoi c'est dû, qui gonflent évidemment. Un gaz, ça gonfle, ça pousse, ça gonfle. Ensuite, il y a les ptoses, qui sont les relâchements musculaires, et la graisse viscérale. Donc, en règle générale, on est concerné par une des 3 causes. Alors, en ce qui concerne, on va commencer par les fermentations. Il faut savoir qu'au niveau de l'intestin grêle, il y a 2 processus. Il y a un processus qui est ensuite. Alors, le processus, c'est un processus de fermentation. Qu'est-ce qui fermente? Ce sont les fibres, les sucres des fibres. Ce n'est pas les sucres du miel, ce n'est pas le sucre simple, c'est les sucres qui sont issus des céréales, par exemple des fibres. Les céréales et les fibres des céréales vont subir une fermentation et cette fermentation va permettre à l'organisme d'extraire des sucres, des vitamines, des substances vitales. Voilà, toutes sortes de molécules intéressantes pour l'organisme. Et puis, c'est aussi une manière de digérer d'une certaine manière les fibres. Et ensuite, alors, le processus de fermentation a lieu dans le 2e et 3e tiers de l'intestin grêle et ensuite continue dans la première partie du côlon ascendant et ensuite, très rapidement après, les fermentations s'arrêtent et ensuite, vers le dernier tiers du côlon transverse et le côlon descendant,
c'est un processus de putréfaction. Qu'est-ce qui putréfie? C'est les protéines, mais pas les protéines que l'on consomme, pas la viande, pas le poisson. Ce sont les protéines qui sont issues des cadavres microbiens et de la desquamation cellulaire, le fait que les cellules mortes, en fait, les cadavres des microbiens et les cellules mortes euh, permettent de générer 250, enfin, je crois que c'est 240 grammes ou 250 grammes d'acide aminé. Enfin, je sais que c'est une quantité relativement importante d'acides aminés qui sont issus des cadavres microbiens. Et non, ce n'est pas 250 grammes de protéines, c'est 250 grammes de cadavres microbiens. Voilà. Il me semble, il faudra que je vérifie le chiffre. Et tout ça est une source d'acide aminé. Voilà. Alors, pourquoi je précise ça? Parce que donc, la fermentation et la putréfaction sont des phénomènes normaux qu'il ne faut pas combattre. Par contre, c'est comme l'inflammation. L'inflammation est favorable à la santé. Mais lorsque l'inflammation devient excessive ou lorsque les fermentations deviennent excessives ou les putréfactions deviennent excessives, alors là, on peut rentrer dans les troubles de santé. Alors, en ce qui concerne le sujet qui nous intéresse, pourquoi l'intestin grossit? Parce que lorsque on subit une fermentation excessive, alors on va voir, on va passer en revue les différentes raisons pour lesquelles un aliment peut fermenter de manière excessive. Et bien à ce moment-là, ça provoque des gaz et les gaz vont gonfler, un peu comme un ballon qu'on remplirait de gaz. Et bien ça gonfle et ça peut donner cette proéminence au ventre. Voilà. Mais en tout cas, le fait d'avoir des fermentations successives et chroniques, évidemment que ça pose un problème parce que ça tire sur les ligaments, ça distend les tissus et ensuite on peut avoir une distance, comment dire, le fait que les tissus sont distendus de manière chronique. Donc on voit bien que les fermentations, outre le fait que ça provoque des dysbioses, des déséquilibres de la flore intestinale, sur le plan mécanique, c'est un peu comme une élastique qu'on va tirer de manière excessive et ensuite elle va perdre son ressort. Voilà. Donc on abîme toute cette mécanique qui est faite de tendons, de muscles, à force d'avoir des ballonnements dus uniquement au gaz. Là, on parle uniquement au gaz, des gaz. Alors, les intestins grossissent sous l'action des fermentations et des aliments en putrescence qui provoquent des gaz. On vient de le voir. Alors, quelle est la cause des fermentations excessives? Le fait, par exemple, de faire des mauvaises associations alimentaires. Si, par exemple, vous buvez un jus d'orange ou vous mangez une orange avec un croissant, comme beaucoup le font le matin, eh bien, le jus d'orange, parce qu'il est acide, bloque la digestion des féculents, voilà, ou des céréales, et évidemment, ensuite, la céréale ne peut plus se digérer normalement et elle va fermenter de manière excessive. Ensuite, le fait de mal mâcher, de ne pas assez mâcher les aliments, peut être à l'origine d'une mauvaise digestion, d'une augmentation des bactéries pathogènes et ensuite d'une fermentation excessive. Ensuite, l'excès d'aliments riches en sucre ou en fibres, on vient de le voir, même s'ils sont bio, même s'ils sont de bonne qualité, eh bien, l'excès de sucre ou l'excès de fibres mal digérées peut être à l'origine d'une fermentation excessive. Il faut savoir que, quel que soit l'aliment que l'on mange, si pour X raison, on ralentit le processus digestif, et on verra par quel moyen on peut ralentir le processus digestif, dès que la digestion se ralentit, on augmente immédiatement les processus de fermentation et de putréfaction qui occasionnent des troubles de santé à distance, tels que celui-ci, le fait de provoquer des gaz. Eh bien, j'avais fait un livre qui s'appelle La digestion clé de notre santé, où j'ai passé toutes les causes pouvant générer des troubles digestifs, et il y en a une quinzaine, une vingtaine. On ne va pas tous les citer, mais le fait de ne pas prendre le temps de mâcher, le fait de faire des mauvaises associations alimentaires, le fait de boire trop d'eau pendant un repas, le fait de boire des sodas pendant le repas, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, peuvent être des causes de ralentissement de la digestion, d'où la fermentation qui augmente et les putréfactions qui augmentent. Voilà. Il faut savoir donc, et puis par exemple une glace à la fin d'un repas parce qu'elle amène du froid, à 4 degrés, ben, l'aliment
froid crée un spasme et ce spasme digestif peut être à l'origine d'un ralentissement de la digestion. Donc, en fait, tout ce qui peut entraver la digestion peut être à l'origine de fermentation excessive. Voilà. Après, il faut savoir qu'on va bien sûr citer les aliments industriels, les aliments qui contiennent des pesticides, ceci, cela, mais il faut savoir que même les gens qui mangent bio, même les gens qui font des régimes synonymes de santé comme le végétarisme, le crudivorisme, s'ils mangent de manière excessive une tasse alimentaire, par exemple des fibres, ça peut être l'origine. Si on mange trop de fibres, on va mal les digérer et à un moment donné, on va avoir les fermentations qui vont augmenter, d'où des gaz. Voilà. Donc les gens qui suivent des régimes santé, entre guillemets, qui suivent l'alimentation vivante, ne sont pas à l'abri d'un déséquilibre de la flore et d'une augmentation des fermentations. Il ne faut pas croire que c'est que les aliments industriels qui sont à l'origine des fermentations. Et d'ailleurs, moi, je connais des végétariens, des végétaliens, qui, sans être en excès de poids, ont le ventre ballonné de manière chronique, parce que très souvent, eux, ce n'est pas la graisse viscérale qu'ils ont, c'est des fermentations excessives. Voilà. Ensuite, j'avais vu une information très intéressante. Au lieu d'avoir 3 à 4 kilos de tripes, entre guillemets, c'est-à-dire les intestins, dans le ventre, certaines personnes se retrouvent avec 10, 15, voire 20 kilos de tripes, entre guillemets. Et en fait, ce n'est que de la graisse viscérale qui s'est accumulée. Alors là, maintenant, on va attaquer la deuxième cause. Et ensuite, on verra la troisième cause, la ptose ou le relâchement musculaire. La graisse viscérale. Excuse-moi, j'ai une question là avant que tu changes de chapitre. L'aérophagie, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Alors, l'aérophagie, c'est le fait d'avoir de l'air. Et en fait, c'est souvent lorsqu'on a mangé un peu trop vite et il y a de l'air qui. Et donc, c'est de l'air dans l'estomac, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, ça, c'est souvent pour les gens qui mangent trop vite ou qui ne prennent pas le temps de mâcher. Mais ça, c'est encore autre chose. Là, ça il ne ne conduit s'agit pas pas à des d'air, il s'agit de gaz. Comment? Ça ne conduit pas à des ballonnements, l'aérophagie. C'est juste une sensation, on n'est pas bien. Ça peut proposer des ballonnements peut-être, mais ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est les fermentations qui a des gaz. Voilà. Mais c'est intéressant ta remarque. Alors, voilà pour les fermentations, on y reviendra après. Maintenant, on va s'intéresser aux graisses viscérales. Pourquoi, à certains moments, certaines personnes ont énormément de graisse au niveau du ventre? Alors, avant de rentrer dans le détail, il faut savoir que génétiquement, les femmes ont tendance à accumuler des graisses, où ça? Au niveau des hanches et des fesses, ce qu'on appelle la culotte de cheval. Et les hommes, génétiquement, ont tendance à accumuler les graisses, où ça? Au niveau du ventre. Voilà. Donc, un homme qui se laisse aller à manger, alors pas forcément beaucoup de graisse, mais surtout des sucres qui se transforment en graisse, peut avoir ce qu'on appelle la bouée, peut avoir les fameux abdos Cronenbourg. Voilà. Et cette graisse viscérale, évidemment qu'elle est à l'origine de problèmes à distance, mais en tout cas, elle va occasionner, comme les fermentations excessives, une augmentation du volume du ventre, et évidemment que ça va ensuite créer un ventre qui sera ballonné, enfin, qui sera gonflé. Mais il y a un autre mécanisme, c'est qu'en raison de la pesanteur, plus on a des tripes, entre guillemets, plus on a tout ce système digestif, ces intestins qui, aussi, de 3 à 4 kilos, vous passez à 10-15 kilos, évidemment que ça pèse beaucoup plus lourd. Et ce poids, en raison de la pesanteur, eh bien, les tripes, tous les viscères vont tendance à redescendre vers le bas. Et ensuite, ces viscères vont se bloquer au niveau du plancher pelvien. Et évidemment, si ça descend, et bien après, puisque ça ne peut pas aller plus bas, et bien ça prend du volume en avant. Voilà pourquoi beaucoup ont l'abdomen hypertrophié.
en ce qui concerne la graisse viscérale, c'est que tout ça, ça prend du poids, oui, ça pèse lourd, et du coup, ça descend, et puis après, ça s'étale, et c'est pour ça que le ventre grossit. Alors là, on parle de la graisse viscérale, et la graisse viscérale, c'est très souvent en relation avec une consommation excessive de sucre, ou chez les personnes qui ne mangent pas forcément trop de graisse, mais qui ont tendance à être beaucoup stressées. Quand on stresse beaucoup, on fabrique une hormone qui s'appelle le cortisone. Et eh bien, lorsqu'on a alors, la petite poche de graisse au-dessus du nombril et de l'abdomen hypertrophiée, comme dans le syndrome métabolique, signe un excès de cortisol, l'hormone du stress. Un taux élevé de cette hormone dans le sang diminue fortement les hormones lipolytiques, que sont l'hormone de croissance, la testostérone. Alors, il faut savoir que ces hormones ont comme pour rôle, entre autres, de favoriser la lipolyse des graisses. Eh bien, lorsqu'on a un excès de cortisone, on va, dans un premier temps, inhiber, freiner l'action des hormones lipolytiques, telles que l'hormone de croissance ou la testostérone. Et donc, s'il y a moins d'oxydation, eh bien, évidemment, les sucres transformés en graisse vont s'accumuler. Et ensuite, pour couronner le tout, elle augmente de façon considérable l'insulinorésistance. C'est le fait que l'insuline a de moins en moins d'action, donc le pancréas est obligé de fabriquer de plus en plus d'insuline, et ensuite, à terme, on peut devenir prédiabétique et diabétique. Bon, ça, c'est un autre point, un autre sujet. Alors, la clé est de réduire l'excès de cortisone en limitant la consommation de caféine et de sucre, et choisir de préférence des sucres à indice glycémique élevé. Donc, il faut retenir que l'excès de stress va inhiber certaines hormones qui ont une action lipolytique, comme comme on a vu, l'hormone de croissance et la testostérone, et que le fait de freiner l'action lipolytique, on freine l'oxydation des graisses, donc les graisses s'accumulent. Ensuite, on a vu que la quantité trop importante de sucre, alors les sucres, ça peut être des sucres cachés ou des sucres tels que manger du miel, ou bien consommer beaucoup de fruits, pas trop, mais souvent les jus de fruits, oui, surtout les sodas, dans lesquels on a, parce que les sucres des fruits ont souvent des indices moyens ou peu élevés, mais par contre, si vous prenez un jus de fruits, il n'y a plus les fibres pour freiner l'indice glycémique, ou si vous prenez un soda où il y a l'équivalent de 4, 5, 6 morceaux de sucre blanc, là, évidemment qu'il ne faut pas s'étonner ensuite d'avoir, comme on dit, la bedaine. Voilà. Et manger très souvent des biscottes avec de la confiture dessus, tous les matins par exemple. Les biscottes ont un indice glycémique élevé, la confiture a un indice glycémique élevé. Donc ce genre de petit déjeuner, c'est pas terrible, et ça favorise justement la prise de graisse viscérale. Et puis un petit déjeuner, c'est mieux de freiner la ration glucidique et plutôt l'associer avec, par exemple, des œufs à la coque, une petite source de protéines qui pourra avoir une action d'ailleurs sur les fonctions neurologiques, les fonctions cognitives. Donc, ne faites pas trop de déjeuner à la française où on boit un jus d'orange avec du pain ou des biscottes avec de la confiture, parce que ça, évidemment, que pendant des semaines et des mois et des années, il ne faut pas s'étonner ensuite d'avoir de la graisse viscérale de manière excessive. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie physiologique. Alors, est-ce que j'ai encore des choses à dire? Est-ce que tu as des questions avant d'engager le deuxième thème? C'est assez classique, assez clair. Je pense que tout le monde est un peu au courant. Là, c'est des rappels plus qu'autre chose, on va dire. D'accord, d'accord. Alors, en ce qui concerne la diététique, on vient de voir, alors il suffit d'avoir par exemple des crudités à l'entrée d'un repas. C'est très important pour avoir toutes sortes d'oligo-éléments, de vitamines, de minéraux, de bioflavonoïdes, de molécules intéressantes. Ensuite, on prend par exemple des féculents de céréales pour les omnivores.
et puis on va l'associer avec une protéine, et avec un peu de lipides, une cuillère à soupe d'huile de noix par exemple, mais tout ça de manière équilibrée, sans excès de bonne qualité. Voilà. Il faut savoir, et je l'ai dit tout à l'heure, que même si on peut mettre dans le collimateur certains aliments, l'excès de produits laitiers, l'excès de viande. Alors pourquoi l'excès de produits laitiers, l'excès de viande pourrait favoriser certains dysfonctionnements parce que par différents mécanismes, pas tellement parce qu'ils vont amener du sucre, parce que les produits laitiers et la viande ordinaire sont souvent riches en pesticides et les pesticides vont bloquer le mécanisme de la lipolyse. Voilà. Et puis les produits laitiers, lorsqu'ils sont mal digérés, lorsqu'on est intolérant au lactose, par exemple, eh bien, ça peut être l'origine de dysbiose et de gonflement. Donc voilà. Donc tout aliment qui est mal digéré peut favoriser une augmentation des fermentations. Et la viande, lorsqu'elle n'est pas bio, est souvent très riche en produits phytosanitaires qui va bloquer des mécanismes de lipolyse. Voilà. Donc, on a vu que le stress par la sécrétion de cortisol pouvait bloquer la sécrétion de certaines hormones lipolytiques comme l'hormone de croissance et la testostérone, mais les produits phytosanitaires et les pesticides peuvent faire pareil. Donc, soyez vigilants sur la qualité des aliments. Voilà. Ensuite, il faut savoir aussi, je fais une mise en garde sur certains produits estrogènes-like qui sont comme le soja ou le houblon de la bière qui ont tendance à amener trop d'estrogènes. Et chez les hommes, les estrogènes peuvent engendrer une augmentation de graisse au niveau des seins et au niveau du ventre. Voilà. Alors attention aux produits estrogènes-like. La bière, le soja, et puis le houblon, et puis j'en passe, hein, il y en a bien d'autres. Ensuite, maintenant, on va se focaliser sur les exercices. Alors, les exercices physiques qui peuvent... Alors, avant d'aller sur les exercices physiques, ah oui, j'ai oublié le troisième point, c'est l'hypnose ou le relâchement musculaire. Il faut savoir que le ventre est comme dans est enrobé, pas enrobé, mais il y a une ceinture musculaire, voilà, ceinture musculaire qui est composée de plusieurs muscles. Alors, il y a les muscles abdominaux, il y a les grands droits, il y a les transverses. Alors, il y a deux grands droits, deux transverses qui permettent de gainer toute la ceinture abdominale, qui permettent de remonter la ventre, et deux obliques qui permettent à droite et à gauche des hanches, qui permettent de stabiliser le bassin et aussi d'effectuer des rotations. Donc, l'intérêt de certains exercices physiques, c'est de muscler la gaine abdominale, donc favoriser le développement des muscles abdominaux, les deux grands droits, les deux transverses et les deux obliques. Alors, très souvent, il y a des exercices qui sont proposés pour gainer. Il y en a qui sont très intéressants et il y en a un au moins qui est fortement déconseillé. Alors, ceux qui sont intéressants, c'est la planche. Alors, je vais décrire un peu comment on fait ce mouvement et ensuite vous taperez sur YouTube, Google et vous trouverez des vidéos qui vous le montrent. La planche, c'est allongé sur le ventre en prenant appui sur les paumes des mains, les avant-bras, les genoux et les pieds. Soulevez votre corps, puis tendez les jambes en vous dressant sur vos pointes de pied, dos droit et la tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Expirez en soulevant le corps, puis inspirez en reposant. Donc la planche, vous verrez ça, des vidéos, il y en a beaucoup sur YouTube. Et un autre pour développer les obliques, assis au bord d'une chaise, dos droit, pied à plat au sol, levez légèrement le genou à gauche en lui opposant une résistance avec votre main droite. Comptez jusqu'à 10 tout en respirant, en rentrant bien le ventre sur l'expiration. Faites de même de l'autre côté 5 fois et de manière régulière, vous refaites ces exercices plusieurs fois. Alors, il y a un exercice qui est souvent proposé pour renforcer les muscles abdominaux et par contre, celui-là, il est déconseillé car il est antiphysiologique. C'est les crunchs. Les crunchs, c'est allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat sur le sol, mains sur les tempes, soulevez la tête et les épaules en soufflant, en contractant le ventre et le périnée. Arrêtez-vous lorsque vous arrivez au niveau de la fermeture du soutien-gorge. Voilà. En fait, les crunchs, c'est un mouvement qui
va avoir tendance à repousser les viscères encore plus vers le bas et ensuite vers l'avant, et cela pour conséquence d'accentuer l'aptose, qui est un relâchement tissulaire et musculaire. Donc, les crunchs qui sont souvent proposés pour muscler la sangle abdominale, eh bien, c'est vraiment un mouvement antiphysiologique qui est fortement déconseillé. Mais par contre, les autres, la planche, les obliques, et puis il y en a d'autres qui sont intéressants. Alors, on peut résumer donc la planche ventrale, dorsale ou costale, et tous les mouvements qui permettent de muscler. Eh bien, on a vu les muscles abdominaux, les deux grands droits, les deux transverses, les deux obliques. Voilà. Est-ce que tu as des questions, Jinko? Quel est enfin, moi, ça me paraît évident, mais tu n'as pas précisé quelle est l'origine de ce relâchement musculaire. Est-ce que c'est juste un manque d'activité? Est-ce qu'il y a des causes, on va dire, Alors, logiques? eh ben, c'est une très bonne question. Il y a aussi il y a plusieurs raisons. Alors, une des raisons, c'est le fait par exemple, de rester trop longtemps dans des positions assis, comme au bureau. Et du coup, on est s'il n'y a pas d'exercice musculaire régulièrement, eh bien, on a tendance à avoir ce relâchement des muscles. Donc, passer des journées sédentaires, debout ou assis, ou constamment devant son bureau, évidemment que ce sont des postures qui vont avoir tendance à non stimuler les muscles, et un muscle qui n'est pas stimulé a tendance à se relâcher. Donc la sédentarité est nuisible à la stimulation des muscles, et donc il est important de faire des exercices de gymnastique, courir, marcher. Rien que quand on marche et qu'on court, on stimule ces muscles, mais évidemment de manière beaucoup moins accrue que si on fait des exercices comme je les ai précisés. Voilà. Et puis, il y a aussi une autre cause qui est une cause physiologique. Si vous manquez de certains nutriments, d'acides aminés, de tout ce qui peut constituer le muscle, eh bien, évidemment qu'un muscle qui est mal nourri aura tendance à se détériorer, ou en tout cas à peu se développer. Donc, d'un côté, il faut que l'organisme, la nutrition apporte tous les nutriments dont a besoin un muscle, entre autres des acides aminés, mais pas que. Des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, et associé à des exercices physiques. Et la sédentarité est un élément qui est nuisible aux muscles. Et sans être dans l'excès alimentaire, le fait d'être sédentaire peut favoriser une atrophie musculaire et un relâchement des muscles qui gainent le ventre. Voilà, les abdominaux. Okay. Donc voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Alors pour ce résumé, il faut savoir qu'il y a 3 grandes causes à l'origine de l'hypertrophie du ventre. C'est les fermentations excessives, et on a vu les causes, c'est essentiellement alimentaire. L'héptose, qui est le relâchement musculaire, et la graisse viscérale. Donc, dans un premier temps, vous devez identifier la raison pour laquelle vous avez pris du ventre, entre guillemets, et ensuite la corriger. Si, sur le plan alimentaire, vous n'arrivez pas à trouver les causes, parce que des fois, ce sont des causes qui peuvent être pas évidentes à trouver, eh bien, vous pouvez aller voir un thérapeute, un spécialiste de la nutrition qui va vous aider à faire une anamnèse et trouver les causes, vous faire un réglage alimentaire pour essayer de supprimer les causes des fermentations. Si, alors, la cause est en relation avec un relâchement musculaire, là, il faut essayer de voir si vous n'avez pas tendance à être trop sédentaire. Dans ce cas-là, eh bien, essayez d'adjoindre dans votre emploi du temps des exercices comme je les ai cités. Puis si vous tapez sur Google, vous trouverez rapidement des vidéos pour vous montrer quelques exemples d'exercices à faire. Et si c'est la graisse viscérale, eh bien, il faut commencer à supprimer les aliments toxiques, les aliments riches en additifs, les aliments modernes, éviter les sucres à indice glycémique élevé. Souvent, ce sont des sucres qui ont été raffinés.
favoriser plutôt la consommation d'aliments qui contiennent des sucres naturels, intégrales, non raffinés, et être vigilant aussi que la graisse viscérale peut être due aussi à un excès de stress. On l'a vu par les mécanismes d'inhibition des hormones lipolytiques. Donc voilà. Et puis, on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, être végan, végétalien ou crudivore et avoir un ventre gros sans être en excès euh, euh, sur le plan, par exemple, alimentaire parce qu'on a fait des erreurs. Parce que, par exemple, on mange trop de fibres et si on digère mal les fibres, on a des gaz. Et d'ailleurs, les gaz, on retrouve beaucoup de, enfin pas beaucoup, mais certaines personnes végétariens ou végans qui consomment un peu trop de fibres ou des crudivores et qui, parce qu'ils les digèrent mal, vont faire des fermentations et des gaz. Alors, je ne suis pas en train de critiquer ni les végans, ni les végétariens, ni les crudivores, mais c'est des erreurs qu'on trouve de temps en temps chez les personnes qui suivent ce genre de régime parce qu'elles consomment un peu trop de crudités ou elles ne prennent pas le temps de les mâcher. Et donc, on voit que malgré qu'on suit des régimes dits santé, on n'est pas à l'abri de certains déséquilibres si on n'est pas vigilant sur la quantité des aliments et la manière dont on les digère et dont on les assimile. Voilà. À combien on est? On est à 31 minutes. Eh bien voilà, Parfait. j'ai respecté Ça fait mon... une minute d'introduction sur Voilà. le don, donc Donc moi, ce c'est que je parfait. propose, c'est que s'il y a des questions à propos de ce sujet, n'hésitez Dans les pas, commentaires. voilà, dans les commentaires. Et comme je l'ai dit d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo aura rempli son rôle et aura aidé bien des personnes au moins à comprendre et mieux maîtriser la genèse d'un ventre un peu trop gros chez certaines personnes. Voilà. Ok, merci beaucoup Eric. Merci, Et Gilles. à une prochaine vidéo, un prochain épisode. Alors attends, avec le téléphone. Au revoir.